Coucou à tous, je suis grave contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais j'ai quand même lu ces derniers mois et j'avais envie de vous parler de ces petites lectures, peut-être d'en discuter avec vous dans les commentaires. Le setup de la vidéo est toujours aussi nul, je filme avec mon ordi, donc à la webcam, le son est pas terrible. Et je ne vais pas faire de coupe, donc ça va être un peu en impro. Je vais parler de deux romans que j'ai adoré découvrir, qui sont pas des grands coups de cœur, mais que j'ai bien aimé découvrir et dont j'aimerais parler avec vous. Deux petites déceptions, un roman, et après plein de belles choses qui m'ont ravi ces derniers mois. Peut-être qu'on va commencer direct, hein. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Le baiser de la femme araignée de Manuel Puig. Du coup, Manuel Puig, c'est un auteur argentin et c'était le premier livre de lui que je lisais. Pour faire court, c'est un récit qui se passe dans une prison de Buenos Aires avec deux jeunes hommes qui partagent la même cellule. Et donc, en fait, c'est un roman qui n'est constitué que de dialogues, à savoir les dialogues échangés entre les deux détenus. Et en fait, au fur et à mesure des dialogues, on découvre pourquoi ils ont été incarcérés qui ils sont. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le début du roman où en fait ils parlent des souvenirs qu'ils ont de films et ils racontent hyper précisément des souvenirs de cinéma pour passer le temps. J'ai trouvé ça très beau. Évidemment, ça parle de l'homosexualité, ça parle de l'engagement politique. Et c'est une très bonne découverte parce que c'est une forme un peu atypique, puisque c'est que des dialogues. Très bonne découverte. Voilà. J'ai découvert pour la première fois, je n'avais jamais lu du Colette. Je crois même pas qu'à l'école j'en ai eu lu. Assez étrange. Et le premier que j'ai lu, c'est Sido, Les vrilles de la vigne. Du coup, Colette, j'avais beaucoup envie de la lire parce que je sais qu'il y a des très belles écritures de la nature, des animaux et de la famille. Et j'ai pas été déçue avec Sido, qui est magnifique, où elle fait le portrait en fait de sa mère, donc Sido, de son père, de sa sœur et de toute son enfance. Et j'ai trouvé ça magnifique, très poétique, un usage de la langue très précis, très original. Il y a une phrase qui m'a bouleversée, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous la lire. Donc elle parle de sa mère et elle dit: dans ses yeux passa une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste, allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumer. Si je me trompe, laissez-moi errer. Voilà, peut-être que cette petite citation vous donnera envie de le lire. Mais bon, c'est magnifique quoi. J'ai envie d'en lire d'autres d'elle. Si jamais vous avez vos préférés, n'hésitez pas à me les conseiller parce que je connais pas trop, même l'autrice en tant que femme. J'ai pas lu de biographie d'elle, j'ai pas regardé de documentaire, je ne sais rien. Mais ça m'a très donné envie. Ça m'a très donné envie. Ça m'a beaucoup envie de lire. Voilà. Donc ça, c'est mes deux petites découvertes d'auteurs un peu classiques que j'avais jamais lues. Et vous savez, moi je lis que des trucs très contemporains. Donc ça m'a un peu sorti de ma zone de confort. Après, j'ai deux grosses déceptions. La première qui est J'arrive après la guerre, qui est Une vie comme les autres de Anya Yanagiara, qui est le livre dont on a le plus parlé sur TikTok, je crois il y a 2 ou 3 ans. Enfin, en gros, c'était le phénomène. Donc si vous n'avez pas TikTok, que vous avez loupé ce, cet événement littéraire, comment vous présenter. Donc c'est un livre qui fait 1060 pages, qui est écrit par une autrice américaine, et qui en fait a fait beaucoup parler parce qu'il paraît que c'est le livre le plus triste du monde. C'est-à-dire qu'il y a des lectures de gens qui se filment en train de pleurer. Moi j'ai vu tous ces TikTok et j'étais en mode mais génial, l'expérience de lecture comme une expérience traumatique, un truc hyper cathartique où on pleure, où on exulte, que nos émotions elles sortent, mais j'avais trop envie de pleurer. Et il s'avère que je n'ai pas versé une larme tout bonnement parce que je trouve que c'est un des pires romans que j'ai jamais lu. Pour vous conter l'histoire, c'est quatre amis de fac qui se découvrent, qui se rencontrent donc à la fac, qui sont tous dans des milieux complètement opposés. Il y en a un qui est artiste peintre, il y en a un autre qui est architecte, un qui est avocat et un autre qui est acteur. Et dans ce quatuor-là, donc d'amis, il y a un personnage qui s'appelle Willem, qui lui a une vie très difficile, c'est l'acteur,
qui a des traumatismes d'enfance, etc. Et le roman, en fait, va suivre du coup ses amis de leur âge de la vingtaine, je crois, jusqu'à leurs 50 ans, et voir comment leur amitié évolue, comment eux ils évoluent personnellement, et comment ce personnage-là, à qui il arrive que des histoires assez atroces, va évoluer. Et du coup, moi, j'ai pas du tout apprécié parce que j'ai trouvé qu'elle voulait nous faire pleurer, mais c'est gros quoi. Il y a des trigger warnings, faut lire le livre, il faut être accroché, et en même temps, pas tant. J'ai lu des descriptions de VSS et de choses horribles, beaucoup plus dures, parce qu'il y avait une sorte d'honnêteté, et là j'ai trouvé que c'était complètement factice. Je me suis pas du tout accrochée au personnage, donc j'avais aucune empathie vis-à-vis de la souffrance qu'il ressentait. Et du coup, j'étais complètement extérieure à ce roman en me disant, mais jusqu'où l'autrice va aller. Et bon, je peux pas dévoiler la fin, mais je ne comprends pas ce livre, quoi. Il fait 1000 pages et je me suis trop emmerdée. Je le lis en diagonale parce que voilà. Et pourtant, c'est pas du tout je crois, un commentaire classiste de dire c'est mal écrit, je l'ai pas lu parce qu'il y a des trucs, des page turners que j'adore et que voilà. Mais là, j'ai trouvé ça juste très mauvais. Mais je peux comprendre qu'à 16 ans, 17 ans, on puisse y trouver des choses. Il y a des questions sur les amitiés masculines, des choses qui sont assez chouettes, mais en dehors de ça, pas plus. Donc voilà, la grosse déception du livre qui a fait pleurer TikTok, il ne m'a pas fait pleurer du tout. Et l'autre livre dont je suis déçue, et lui pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, qui est Buddy de Mona Awad. Donc Mona Awad, autrice américaine qui fait beaucoup parler d'elle puisque elle représente ce que Margarito, la youtubeuse, appelle on va dire le weird woman writing, je crois que c'est ça. Donc Margarito, c'est une youtubeuse littéraire géniale qui a inventé ce terme pour désigner tous ces écrits de femmes avec des personnages de féminins un peu bizarroïdes, parfois antipathiques, mais qui sont chouettes parce qu'ils sortent de ce carcan de personnages assez lisses féminins. Et on est complètement dans ça. Pour la faire courte, c'est l'histoire de Samantha qui est dans un programme d'écriture à l'université aux États-Unis et qui est dans ce programme d'écriture entourée de filles qui sont un peu des mean girls, qui s'appellent Bunny entre elles, qui adorent les choses un peu futiles, qui parlent tout doucement, qui sont habillées de façon très je sais pas, très ostentatoires, qui sont des filles riches et qui ont cette espèce de code commun de Bunny, elle s'appelle toute Bunny, et elle qui au départ ne veut pas les côtoyer, ne veut pas les connaître parce qu'elle a un grand jugement de valeur à leur égard, va se retrouver par, va se trouver par rejoindre en fait leur groupe de bunnies, qui sont de ses amis là. Et ce qui se passe dans ce roman est complètement jubilatoire, génial, on dirait un thriller, on dirait un film d'horreur et en même temps un teen drama. C'est comme ça que c'est vendu. Et c'est effectivement, ça rejoint des codes de l'horreur que moi j'ai pas parce que je lis pas d'horreur, mais j'ai vu quelques films d'horreur et puis je peux quand même déceler. Mais je pense que quelqu'un qui, pour le coup, a une grosse consommation de films d'horreur et de livres horrifiques, il doit kiffer. Mais du coup, j'aurais adoré aimer parce qu'il y a des moments un peu fantastiques où on sait pas si ce qui se passe est réel ou pas et en même temps ce qui se passe est tellement jubilatoire, enfin voilà, je peux pas en dire plus. Mais là où est ma déception, c'est que je n'arrive pas à continuer, je suis bloquée au milieu, je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche de continuer et je me demande si c'est pas parce que je le lis en anglais. Parce que je me suis mis à beaucoup lire en anglais. Et pour le coup, je vais vous parler d'un autre livre après qui lui est très très facile et hyper accessible si on veut apprendre en fait à lire en anglais. Lui, je le trouve assez difficile parce que vu que c'est un genre qui est beaucoup moins réaliste que le reste de ce que je lis, j'ai trouvé ça compliqué. Je sais pas, j'en attendais beaucoup et en fait je trouve l'histoire fondamentalement géniale, mais j'ai du mal à continuer, je sais pas. Est-ce que vous l'avez lu? Je crois qu'elle a fait la suite de Bunny, parce que j'ai vu plein d'influenceuses littéraires qui ont reçu un package avec l'ancien roman, le nouveau. Ça m'a trop donné envie de lire le nouveau, mais encore faudrait-il que j'ai fini lui. Donc est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous en avez lu d'autres de Mona Awad? Il me semble qu'il y a Red qui est très bien aussi, que j'ai trop envie de lire. Donc voilà. Donc voilà, ma déception, il faut que j'aille au bout, mais quelque chose m'en empêche. Voilà, et après on va passer à que des livres que j'ai adoré lire. On va commencer par le premier, qui est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, Histoire et mythe sauvage de l'archétype de la femme sauvage. Pardon. Alors, Clarissa Pinkola Estés, c'est une psychanalyste et conteuse qui me semble
euh, vient d'Amérique du Sud, j'avoue que je ne sais pas, et qui en fait a proposé dans ce livre une sorte d'histoire de la femme sauvage à travers des contes. En fait, elle nous raconte, c'est assez essentialiste, hein, ça part du postulat que chaque femme sauvage porte en elle un potentiel créatif souvent inexploité, et que chaque femme a une force naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémoriel. Elle affirme que la société et la culture ont muselé cette femme sauvage et que donc on a perdu une part de nous-mêmes. Donc en tant que femme, on ne court plus, on ne s'exprime plus comme il faudrait, on n'est plus autant créative qu'il le faut, on se tait par des secrets qui nous empêchent, qui nous enserrent, qui nous font du mal. Et le propos, c'est de démontrer ce postulat-là à travers des contes et des histoires. Donc, il y a tellement d'histoires. Elle nous raconte des contes qu'elle-même a reçus dans son enfance, qu'elle-même a écoutés ou qu'elle-même a étudiés. Et chaque conte est en fait analysé, décrypté. Par exemple, si elle parle d'un conte où une femme va devoir aller dans la rivière pour se laver et revenir, elle va nous expliquer le pouvoir de l'eau à ce moment-là. Pourquoi, quelle est la métaphore de la rivière, quels sont les processus par lesquels les femmes passent pour aller mieux. Enfin, je sais, je l'explique hyper mal, mais c'est assez fou comme lecture parce que du coup, c'est une lecture hyper facile puisque c'est des contes, mais en même temps très psychologique, psychanalytique, etc. Et c'est une lecture qui fait extrêmement du bien, c'est-à-dire que ça a été classé dans les librairies entre le rayon développement personnel et le rayon féminisme, et en même temps, ce sont des contes parce qu'il y a la matière première, c'est ça, et c'est 800 pages de ça. Et en fait, c'est un livre, oui, qui fait beaucoup de bien parce qu'il s'adresse aux femmes dans ce qu'elles ont de plus. Je sais pas si c'est juste de dire ça, mais oups, primitif ou de plus idées et toutes ces choses qui, avec le temps et les problèmes, les tristesses, les problèmes de la vie, se trouvent amenuis souvent, cette force-là qu'on peut avoir dans l'enfance ou qu'on a peut-être tous en chacun de nous, pas forcément les femmes. Et c'est un livre qui fait trop du bien, que je ne saurais que conseiller si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui a juste besoin de lire des choses positives, de se poser des questions sur elle-même, et à la fois qui a une envie de créer dans sa vie. Mais créer, c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est qu'on voit que c'est pas créer, juste peindre ou je sais pas moi, écrire un opéra. Créer, ça peut être de la création dans nos liens, dans nos façons d'être avec les autres, etc. C'est magnifique. C'est un livre que j'avais acheté en 2020. Et en fait, pendant 5 ans, ça a été un peu un livre de chevet, vous voyez. Livre qu'on picore quand on en a besoin, dans des moments précis de sa vie. Et là, il me manquait, je crois, 200 pages que j'ai lues là, ces dernières semaines. Et ça m'a fait un bien fou. Voilà, je cherche d'autres livres comme ça. Je crois qu'elle en a publié d'autres, mais qui sont moins réputés. Celui-là, elle avait été vraiment, vraiment beaucoup conseillée. Moi, c'est la réalisatrice Mai Hua qui a fait le super film documentaire Les Rivières. Mai Hua, il me semble, ou May. Non, je crois que c'est vraiment Mai qui l'avait conseillé. Et j'adore, je cherche ce même genre de roman qu'on picore, qui nous apporte des choses, qui nous fait voir plus loin. Donc voilà, je peux que vous le conseiller à tous de l'acheter. Vraiment, c'est un bijou. Je suis un peu triste de l'avoir fini, mais une de mes meilleures lectures de ces dernières années, je pense. Après, j'ai lu un autre petit livre très chouette qui s'appelle Division Avenue de Goldie Goldblum, qui est une écrivaine américaine encore. Qu'est-ce que c'est Division Avenue? En fait, c'est une fresque qui se passe aux États-Unis, dans un quartier juif orthodoxe. Et le personnage principal, c'est une femme qui s'appelle Suri Eckstein, qui a 50 ans, et il lui arrive quelque chose qu'on sait très vite dans le roman, donc je peux le dévoiler. Elle tombe enceinte à 50 ans. Et c'est très beau de voir comment cette femme-là va évoluer tout au long du roman, euh, et repenser sa maternité, sa vieillesse. C'est une femme qui a eu beaucoup d'enfants, qui a déjà des petits-enfants, donc qui ne veut pas avoir d'autres enfants, c'est pas son souhait. Et on voit comment cette grossesse-là va faire une sorte d'onde de choc dans toute sa famille à elle et aussi dans sa communauté religieuse. Et ça pose évidemment plein
de questions sur la place de la femme dans cette communauté, mais aussi la femme qui a 50 ans, la femme qui est enceinte, qui donc est à nouveau euh, une mère potentielle. Et c'est très beau. Cette femme-là, je peux pas trop en dire, mais c'est très beau parce qu'en plus, elle porte un espèce de secret avec un de ses enfants. Et on voit comment le fait d'être enceinte à nouveau lui permet de réparer quelque chose qui s'était défait au sein d'elle-même avec cette histoire de cet enfant-là. C'est très beau et c'est hyper drôle. C'est hyper drôle à lire, c'est hyper léger, c'est chouette. Enfin, en fait, c'est vraiment un style qui est pas empoulé, qui va droit au but. C'est pas magnifique de poésie, c'est pas le style qui plaît, mais c'est vraiment le personnage, il est hyper incarné. On y croit vachement. J'ai appris plein de mots juifs. Voilà, il y a plein de mots de ce vocabulaire-là. Les fêtes, les célébrations, la nourriture, etc. Et donc c'est très très chouette à lire. Un bon petit roman que j'ai lu en septembre. Après, un autre livre que j'ai beaucoup aimé lire, c'est Toutes les vies de Rebecca Warrior. Donc Rebecca Warrior qui est chanteuse, musicienne, artiste, euh, que mon meilleur ami m'a offert. J'en attendais pas beaucoup parce que je savais que c'était un premier roman et je suis pas la plus grande fan aujourd'hui des autobiographies, donc je l'ai lu vraiment par curiosité, mais j'aime beaucoup le personnage de Rebecca Warrior, donc j'étais hyper contente de le recevoir. Et en fait, j'ai passé un trop beau moment de lecture malgré l'histoire et le thème qui sont très durs. Donc, c'est le premier roman de Rebecca Warrior qui raconte, qui part du moment où elle apprend que sa copine, Pauline, qui est âgée de 30 ans, a un cancer du sein, jusqu'à la fin de la vie de Pauline, et comment elle-même, en tant qu'amoureuse et aidante de cette personne atteinte du cancer, est complètement bouleversée par la maladie. Et donc, c'est très beau, ça parle évidemment de deuil, mais aussi de comment la spiritualité peut nous aider à survivre, puisque Rebecca Warrior raconte dans le roman elle se convertit au bouddhisme. Donc j'ai trouvé ça très beau, assez lumineux, alors que c'est un roman assez dur. J'ai trouvé la forme très réussie, ça se lit extrêmement bien parce que elle alterne entre le récit de ces années-là et elle insère dedans des petites citations de son journal de l'époque, donc c'est chouette de voir aussi comment l'histoire s'écrit différemment quand on la vit et quand on l'a déjà plus ou moins pas digérée, mais si digérée. Donc il y a des changements de temps. Il y a aussi des citations d'auteurs qui, ça m'a moins convaincu, mais voilà, je pense que c'est un beau roman à lire si on a envie de se plonger dans ce sujet-là. Et je trouve qu'elle le fait quand même avec une sincérité qui est totale. J'ai lu des critiques sur ce livre, sur notamment la question de la classe sociale, puisqu'elle raconte beaucoup que quand elle va mal, elle va faire des retraites dans des maisons de milliardaires que son amie Vimala Ponce, l'actrice, lui prête. Enfin, il y a toute cette question-là, effectivement, de richesse, mais en fait, je crois que c'est pas du tout le propos du livre et je pense qu'il faut juste le lire comme un récit d'une personne qui, à un moment donné, perd quelqu'un qu'elle aime et comment elle s'en relève. Et en fait, elle s'en relève par la création, par l'art. Et c'est très beau. Donc, je conseille vraiment de le lire. Très très bonne surprise. Il reste plus que deux livres. On a bientôt fini. Le dernier livre que j'ai lu en mai dernier qui s'appelle Rendez-vous à Positano de Goliarda Sapienza. Pareil, découverte d'une autrice dont on parle tout le temps, L'Art de la joie, que j'ai beaucoup envie de lire, mais comme c'est un pavé, j'ai pas pris le temps de lire, mais je sais que c'est super. Rendez-vous à Positano, c'est un texte qui nous plonge dans le petit village de Positano en Italie, donc près de Naples, qui est un village en hauteur, et la narratrice qui est artiste, qui est fortement inspirée de la vie de Goliarda, euh, qui est donc une artiste militante, qui fait du cinéma, va dans la période de l'après-guerre dans ce petit village de Positano et elle rencontre là-bas une femme incroyable qui s'appelle euh, j'ai oublié son nom. Erika. Erika. Oui, je suis quasi sûre. Oui, Erika. Et elle rencontre une femme qui est assez merveilleuse, haute en couleurs, qui est très cinématographique, qui est une grande dame qui connaît l'île, qui est plutôt mondaine. Et en fait, elle va être complètement attirée par elle
Au début, on croit que c'est une histoire d'amour et en fait, est-ce que ça en est une? On sait pas vraiment, mais c'est en tout cas une histoire de d'amitié folle et elle retrace en fait l'histoire de cette femme-là euh, et son histoire un peu tragique, donc je vais rien dévoiler, mais elle le retrace dans une langue qui est incroyable, c'est juste magnifique, il y a des pages sur la famille, la relation avec sa sœur qui sont sublimes, des descriptions de Positano qui sont très belles, en fait c'est un livre qui se lit et avec les images restent en tête hyper longtemps. Moi je me rappelle, il y a des images de barque où elle va se baigner au petit matin et elle rejoint notamment cette femme Erika qui se baigne aussi et elles sont là chacune dans leur barque, elles se regardent. Enfin, c'est très beau, c'est un livre qui parle de beaucoup de sujets, mais qui en fait est très chaud et réconfortant. J'ai adoré le lire, c'était merveilleux, donc je rêve de lire d'autres de Goliath Sapienza. Je vais commencer par Le fil de midi, qui il me semble retrace ses mois ou ses années dans un hôpital psychiatrique, je ne sais plus. J'ai trop envie de le lire, donc c'est le prochain que je lis. Mais en fait, j'ai tellement aimé quand je l'ai lu que je me suis dit qu'il fallait pas que je en lise trop d'un coup parce que sinon j'allais être déçue. Parce que mon attente était trop grande. J'en profite pour parler d'un autre livre que j'ai pas là parce que je l'ai prêté, mais qui m'a tellement que j'ai tellement aimé, qui s'appelle Miss Islande de l'autrice. Alors là, je vais dire plein de bêtises de Aur Ava Olafsdottir. Je pense que je prononce extrêmement mal. C'est une autrice qui est islandaise. Et Miss Island, c'est assez incroyable. C'est l'histoire d'une femme qui a, je crois, 18 ans et qui part de sa campagne et de ses parents pour aller vivre à la ville. Et elle va vivre à la ville avec sa petite valise et elle prend une chambre qui coûte rien et elle devient serveuse et elle est très jolie et on lui propose d'être Miss Island et elle refuse parce qu'elle, son rêve, c'est d'être écrivaine. Et du coup, elle raconte dans une langue mais qui est tellement belle et claire. C'est fou, elle raconte ses journées, comment elle va au travail, qu'elle écrit le soir, sa relation avec son meilleur ami qui est gay, qui lui doit se cacher, parce qu'on est dans les années on est il y a longtemps, enfin je sais plus dans quelles années on est exactement, mais en tout cas il y a un tabou complet sur l'homosexualité et un danger qui pèse sur les homosexuels. Donc son meilleur ami cache en fait ses histoires d'amour et elle est très liée à lui et donc elle raconte sa relation avec lui, sa relation avec l'homme qu'elle aime, qui est le poète, qui est un homme qui écrit et en fait elle lui cache pendant toute la moitié du livre qu'elle écrit parce que, euh, parce que je pense qu'elle veut le garder pour elle et du coup c'est incroyablement drôle il lui parle de ses poésies et elle dit rien qu'elle dit pas du tout qu'elle écrit en fait il s'en aperçoit et elle raconte aussi l'histoire de sa propre meilleure amie qui a 20 ans et qui a déjà un enfant et qui est mère au foyer et qui est complètement cadenassée dans ce quotidien de femme au foyer qui ne lui convient pas et du coup elle raconte enfin il y a des passages mais des dialogues de sa meilleure amie qui lui raconte son quotidien et qui dit mais en fait j'ai cette vie-là avec mon bébé, je suis la plus heureuse. Et je crois qu'elle essaie de s'en convaincre. Et 3 lignes plus tard, elle raconte que elle essaie quand même d'écrire sur ce qu'elle voit autour d'elle pour vivre un peu. Et après, elle dit qu'elle est à nouveau très heureuse. Et je crois qu'elle est très heureuse d'être maman. Mais ça pose vraiment la question dans ces années-là, de quel choix on avait pour soi en tant que femme et vers où on va. Et c'est trop beau parce que c'est pas du tout pathos, c'est hyper lumineux. Le personnage principal, elle est juste hyper sûre de qui elle est, de où elle veut aller, il y a aucun doute en fait. Et du coup, c'est hyper chouette à lire. Je peux pas dévoiler la fin, mais la fin est super. Et c'est clairement un roman qui parle, j'imagine, qui est assez autobiographique de l'autrice elle-même, puisque on sent vraiment dans les pages que l'écriture d'un personnage féminin qui écrit est très bien documentée. Donc j'ai adoré. Là, je lis de la même autrice, Rosa Candida, mais j'aime beaucoup moins. Donc voilà, mais vraiment Mrs. Land, je peux que vous le recommander. C'est un livre qui fait du bien, qui est feel good, mais qui est pas du tout niais, au contraire. Enfin, moi j'y pense souvent et ça m'arrive pas trop. C'est pour ça que je vous en parle. Donc j'ai trop aimé. Et le dernier livre que je voulais recommander, c'est là aussi un des livres, je crois, qui a fait péter TikTok. Enfin, on en a parlé tellement sur TikTok, qui est Yellowface de R.F. Kuang qui est tellement génial, qui est pour le coup un livre que j'ai lu en anglais et que je recommande. Je vous recommande de lire en anglais parce que ça se lit hyper vite, c'est hyper contemporain, ça parle de Twitter, de notre monde d'aujourd'hui, on peut le lire si on a un niveau en anglais qui est pas énorme.
C'est l'histoire d'une autrice, Athena Liu, qui décède. Et quand elle décède, elle laisse chez elle un manuscrit. Et il s'avère qu'une de ses amies, qui est autrice elle aussi, va voler son manuscrit et va publier son manuscrit à sa place. Et ça pose toute la question de l'appropriation culturelle, puisque l'autrice qui décède est une autrice chinoise et l'autrice qui vole son manuscrit est une autrice américaine. Et le livre qu'elle publie parle de culture chinoise, de la guerre, et alors que ce n'est pas son héritage ou son patrimoine familial. Du coup, ça pose cette question-là. Je peux pas dévoiler plus, mais c'est une sorte de thriller en fait dans le monde littéraire de l'édition. Déjà, on apprend plein de trucs sur le monde de l'édition. Moi, j'y connais rien, surtout pas le monde anglo-saxon, et il y a des trucs super sur comment on market en fait un auteur aujourd'hui, comment on le met dans une case, dans une niche, euh, que ce soit genre récit woke, LGBT. Enfin, c'est assez fou de parler du marketing de l'identité en fait. Donc ça parle exactement de ça, du marketing de l'identité. Ça parle de comment on fait une promo pour faire marcher un livre. Et surtout en fait quand cette autrice va se faire démasquer, ou pas peut-être, ça parle évidemment de la cancel culture et de tout ça. Et l'autrice arrive à écrire cette espèce de thriller sans que ça retombe jamais. Et on a juste envie, on tourne les pages, c'est génial, c'est hyper drôle. Ça remet en question soi en tant qu'auteur, en tant que lecteur blanc. Ça remet en question aussi euh, ce qu'on ce qu'on peut penser. Parce qu'il y a plein de fois où on se dit putain, c'est vraiment une énorme connasse, la meuf qui lui vole le manuscrit. Et en même temps, il y a plein de moments où moi j'ai eu de l'empathie pour elle. Donc ça fait vraiment réfléchir sur tout ce caractère identificatoire, sur est-ce que finalement on n'a pas tous cette part-là de mauvais en nous, plus ou moins. Et moi j'adore les personnages qui sont, euh, qui sont mauvais et qui sont pas des saints. Et elle, pour le coup, June Howard, donc l'autrice qui vole le manuscrit, elle a rien d'une sainte. Et en fait, son personnage est génial à suivre. Voilà, je peux que conseiller de lire R.F. Kuang, Yellowface. Moi, je sais qu'elle a sorti Catabasis récemment, que je vais lire aussi en anglais. J'attends de le trouver d'occasion. Mais je rêve de le lire. Elle a sorti plein d'autres livres géniaux, il paraît. Mais comme d'hab, je n'ai lu que ce livre de cette autrice. Mais juste, lisez-le. Un de mes plus grands kiffs de cette année. Je peux que vous le conseiller, voilà. Et le dernier livre, qui n'est pas vraiment un livre, mais qui est une revue littéraire et dessinée à laquelle j'ai participé, qui est trop chouette, qui s'appelle Pan, qui est basée à Paris. Le concept, c'est de faire côtoyer des auteurices et des illustratrices dans un format petit où il y a environ une dizaine de textes et une dizaine d'illustrateurs. C'est magnifique. Il y a de la poésie, il y a de la nouvelle et les techniques d'illustration sont diverses et variées, mais tout est très très beau. Et j'ai eu le bonheur de publier mon premier texte publié ever dans cette revue littéraire dessinée. Un texte qui s'appelle Dean et que j'espère que vous apprécierez si vous achetez cette revue qui sera en ligne le 14 octobre dans toutes les librairies. Vous pouvez la commander et elle sera dans quelques librairies parisiennes. Elle sera d'office déployée. Voilà, trop bonne nouvelle et un projet littéraire que je recommande. Ça permet de découvrir surtout des auteurices et des plumes et des illustratrices et de soutenir la jeune création contemporaine. Donc voilà, je suis hyper heureuse de ce projet et j'avais envie de vous en parler. Voilà pour les livres, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. En même temps, 30 minutes, c'est bien assez long. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des choses qui vous plaisent. Pareil, si vous avez des livres de chevet comme ça, qu'on picore comme Femme qui court avec les loups, n'hésitez pas, j'en rêve. Et si vous avez lu des livres de cette liste, dites-moi si vous avez aimé, si vous m'en conseillez d'autres. Voilà, est-ce que le format vous plaît? Est-ce que vous trouvez ça inutile que ce soit en vidéo et ça serait mieux que ce soit un podcast avec juste un son pour écouter dans la journée? Voilà, dites-moi. En tout cas, j'étais trop contente de faire cette vidéo et puis on se dit à bientôt, je sais pas quand, mais sûrement à bientôt. Bisous!